Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo concernant la programmation, on a vu ce que c'était que les variables. Et aujourd'hui, on va apprendre à faire prendre des décisions à notre ordinateur. Mais avant ça, je vous invite à rejoindre la newsletter The Hacker Pass que vous retrouverez en description ou à me contacter via Telegram si vous avez des questions. Ok. Ensuite, pour la suite de la vidéo, on va commencer par faire un rapide tour des concepts comme d'habitude, puis après on passera sur mon écran pour faire le challenge. Allez, à tout de suite. Alors jusqu'à maintenant, pour faire nos exercices, on a utilisé différents outils. On a utilisé Notepad, qui est notre éditeur de texte qui nous permet de renseigner notre code. On a utilisé l'explorateur de fichiers, ce qui nous a permis tout simplement d'aller chercher nos fichiers et de les créer. Et puis on a aussi utilisé le terminal pour exécuter nos commandes. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, mais au bout d'un moment, quand on commence à avoir beaucoup de fichiers, ça va être compliqué de travailler dans ces conditions et on va perdre énormément de temps à switcher entre les différents outils. Donc, ce que font les développeurs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un IDE. Alors, ce terme est en anglais et il veut dire Integrated Development Environment. En français, environnement intégré de développement. Bon, c'est très long, mais c'est ce que ça veut dire. Le but, en fait, de cet outil, c'est tout simplement de faire un tout en un de ces outils qu'on vient de lister, qu'on a déjà utilisés. C'est-à-dire d'avoir notre éditeur de texte sur la même fenêtre, avoir un autre terminal et d'autres outils dans la même fenêtre, et pouvoir aussi explorer nos fichiers dans la même fenêtre. Donc la première des choses qu'on va faire dans notre challenge plus tard, ça sera d'installer ça. Maintenant qu'on sait où on va travailler, on va passer au second concept qui est les structures de contrôle. Alors les structures de contrôle, elles permettent de déterminer l'ordre d'exécution du code. Ok. Et on va avoir trois grandes catégories. On va avoir les conditions, les boucles et les sauts. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, on va plutôt se concentrer sur la partie conditions et on verra plus tard les autres structures de contrôle. Alors à quoi ça sert les conditions? Les conditions vont nous permettre d'exécuter du code seulement si une condition est vraie. Et pour mettre en place ces conditions dans notre code, on va avoir besoin d'utiliser encore une fois des mots-clés. Les mots-clés, comme d'habitude, vont dépendre des langages de programmation, mais ils vont toujours ressembler à ceux que je vais vous citer. On va avoir le if, qui veut dire si, on va avoir le else, qui veut dire sinon, et on va avoir le if-else, qui veut dire sinon si. Et pour tester ces situations, on va avoir besoin de comparer des valeurs. Et pour comparer ces valeurs, on va utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Encore une fois, ces opérateurs, on va les retrouver dans tous les langages de programmation sous une syntaxe différente. Ok? Mais on va avoir, en règle générale, égal à, plus grand que, plus petit que, différent de, etc., etc. On en a plusieurs. Encore une fois, je vous invite à regarder les documentations de chaque langage de programmation quand vous en aurez besoin. Mais voilà l'idée. Et parfois, on veut vérifier plusieurs conditions en même temps. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner dans notre code plusieurs conditions afin de vérifier si on peut exécuter du code si ces plusieurs conditions ont été validées et vérifiées. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des opérateurs logiques. Un opérateur logique permet simplement de dire telle condition est vraie et telle condition est vraie, alors exécute la suite du code. D'accord? Et ça, on va le retrouver encore une fois dans tous les langages de programmation, et il faut aller faire vos devoirs et vous renseigner sur la documentation officielle. Alors rapidement, je vais vous expliquer comment ça se traduit concrètement dans n'importe quel langage de programmation à l'oral. Alors ça sera beaucoup plus explicite plus tard dans le challenge, mais c'est pour que vous ayez une idée globale actuellement. Donc, on va avoir une variable. Ok, on va toujours utiliser des variables, allez voir la vidéo précédente. Donc une variable, on va lui assigner une valeur. Très bien. Maintenant, je veux exécuter un certain morceau de mon code, seulement si cette variable est vraie, ou a une certaine valeur. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser des conditions. Donc quand je vais utiliser ma condition, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma variable dans mon code et lui dire, ok, si la valeur de ma variable est supérieure à, inférieure à, égale à, alors exécute-moi, pardon, tel morceau de code. Sinon, exécute-moi tel morceau de code. Globalement, c'est comme ça que ça va se retrouver dans n'importe quel langage de programmation. On va avoir différentes syntaxes, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, on a vu la théorie, maintenant on va passer au challenge. Donc la première étape du challenge, c'est d'installer Visual Studio Code. Quand vous allez l'installer, c'est assez classique, vous le téléchargez, vous l'installez. Il y a juste une option à cocher, j'essaierai de vous la mettre pendant le montage, c'est d'ajouter la variable, ajouter VS Code à la variable d'environnement pass. Ok. Deuxième étape. Le but, c'est de créer un nouveau fichier. Vous allez recréer un nouveau fichier de code, vous le nommez comme vous voulez, c'est pas important. Et je veux que vous définissiez une variable âge. Ok, on pourra mettre ce qu'on veut dedans. Et deuxièmement, utiliser une condition pour afficher vous êtes
mineur si l'âge est inférieur à 18. Vous êtes un adulte actif si l'âge est supérieur ou égal à 18 et inférieur à 65 ans. Et si vous êtes, si la variable âge est supérieure ou égale à 65 ans, affichez vous êtes un senior. Et bien sûr, utilisez des opérateurs logiques et des opérateurs de comparaison. Faites des tests, amusez-vous, enfin bricolez quoi. Le but c'est vraiment de mettre le nez dedans afin d'apprendre. Effectivement, sur cette playlist, on utilise 4 langages de programmation, Bash, PowerShell, Python et JavaScript. Le but c'est surtout de montrer que on retrouve ça partout. Donc vous n'êtes pas obligé de faire ça maintenant, à partir de maintenant, vous pouvez choisir un langage que vous préférez, et si vous voulez bricoler dans les 4, allez-y. Mais moi, encore pour le moment, je vais utiliser les 4. À un moment donné, je pense que je vais en utiliser qu'un seul. Mais pour le moment, vous n'êtes pas obligé de le faire sur les 4. Moi, je vais le faire sur les 4, mais faites-le juste avec un langage de programmation avec lequel vous êtes le plus à l'aise. C'est déjà très bien. Et dernière chose, je vous demande d'afficher du texte. Alors dans chaque langage de programmation, vous avez des fonctions, comme je vous l'ai dit, on l'a pas encore vu, on le verra plus tard, hein, c'est encore une structure de contrôle qu'on verra plus tard, qui permettent d'afficher. Donc trouvez ça dans votre langage de programmation. Comment afficher du texte dans la console? Tout simplement. Dans tous les langages de programmation, vous pouvez le faire. Demandez à ChatGPT, il vous générera le code et vous trouverez ça sur Google aussi. Ok, on est parti. Alors, on va d'abord installer Visual Studio Code. Donc, on va taper Visual Studio Code. Premier lien, download. Moi, je suis sur du Windows en x64. On va mettre, c'est quoi, système installeur pour l'avoir partout. On laisse télécharger. Ok, on clique, on l'installe. Oui. Je comprends. Suivant. Bon voilà, en fait, non, finalement, ajouter à passer, coché par défaut, mais ce qu'on va se faire, c'est ajouter ça. Comme ça, on va pouvoir, depuis le menu contextuel dans l'explorateur de fichiers, pouvoir ouvrir le dossier directement avec VS Code. Exécuter, pour le moment, on va rien exécuter. On ferme. Donc, on se rend dans l'explorateur des fichiers. On va aller dans le document. Voilà, on a tout notre ancien projet. On va appuyer toucher. On va faire nouveau dossier. On va taper script. Ok, clic droit. Et bon là je suis sur Windows 11, sur Windows 10 je pense que vous avez l'option, mais on va faire afficher d'autres options. Ouvrir avec code. On va ouvrir ça avec VS Code. On trust parce qu'on adore trust. On continue. Ok, là on ferme. Super. Donc là, voilà ce que je vous disais. On va se retrouver sur cette interface, sur VS Code, et on va avoir à gauche notre explorateur de fichiers. Donc là en fait on est dans le dossier script. On voit rien dedans parce qu'il n'y a pas de fichier, mais là on va créer notre premier fichier, on va l'appeler script.py par exemple, et voilà. Si je viens dans mon explorateur de fichiers, je vais dans le dossier script, voilà, il est là mon fichier que je viens de créer. Donc ça va nous permettre ça. Ici, on est dans le fichier même, on va pouvoir l'éditer, un peu comme quand on était dans Notepad. Donc là, on va pouvoir écrire ce qu'on veut, on va pouvoir écrire notre code. Et on va ouvrir aussi ici New Terminal, et on va avoir le terminal qui est juste là en bas. Ok, donc on a tout au même endroit, et c'est beaucoup mieux. Alors j'ai rédigé les 4 scripts dans les différents langages, d'accord. Ici, on va retrouver celui sur JavaScript, ici PowerShell, ici Python, ici Bash, d'accord. Donc, avant d'avancer sur la partie explication, on va juste rapidement utiliser un peu VS Code de manière un peu plus optimisée. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire fichier et cocher autosave. L'avantage, c'est que j'ai pas besoin de sauvegarder à chaque fois ce que j'écris, ça se save automatiquement. Si je l'active pas, et que par exemple je tape quelque chose, vous voyez ici j'ai un petit rond qui me dit ah, c'est pas sauvegardé. Donc moi, je veux que ce soit sauvegardé, donc je mets autosave, et ça, je vais faire CTRL Z pour l'enlever. Donc, aussi ce qu'on peut faire, c'est dans View, vous allez aller dans Apparence et désactiver la minimap. Je la réactive, là c'est ce qu'on voit un peu à droite, ça permet de naviguer un peu sur tout le fichier finalement. Mais bon, moi j'en ai pas besoin, j'aime pas ça, donc je l'enlève. Après, si vous voulez le laisser, vous le laissez. Et dernière chose, on va cocher Word Wrap, mais on va le faire de manière globale. Donc on va aller dans Settings et on va taper ici Word Wrap, et moi je l'ai déjà mis en Word Wrap Column, donc voilà, vous il sera en off, passez là-dessus, ça va nous permettre tout simplement de visualiser le code plus simplement sur notre interface, sans qu'en fait on ait besoin de scroller vers la droite. Alors je vais vous montrer tout de suite. Alors on va afficher les 4 fichiers en même temps, comme ça on va pouvoir comparer. Donc ici JavaScript, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le fichier JavaScript, ça je vais le fermer, et je vais cliquer sur cette petite icône ici. Hop, ça va me le splitter. Je vais ouvrir celui-ci,
le splitter, ouvrir celui-ci, le splitter, ouvrir celui-ci et le splitter. Et donc on va garder, on va supprimer celui-ci, le PS on l'a mis là, le pie il est à gauche et le challenge. Donc on se retrouve sur notre écran avec les 4 scripts et c'est ce que ça permet en fait WordWrap, c'est que on voit tout le texte dans chacun des fichiers. Sinon en fait le texte il dépasserait un peu à droite et il faudrait que je scrolle en bas pour pouvoir le lire. Là ça le fait un petit peu, mais voilà, l'option permet ça. Donc ici, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va faire le raccourci CTRL B, ce qui va nous permettre d'enlever l'explorateur des fichiers, on n'en a pas besoin. Donc globalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, on définit une variable âge. Ok, on a la même chose ici, ici et ici. Ok, seule différence, c'est qu'en JavaScript, on a ça. On a le mot pour le définir. Ensuite, ici, on a nos conditions. D'accord? Chaque condition ici, comme je vous le disais, c'est à peu près la même chose. Voilà, là, c'est else if séparé, ici, c'est collé. Ici c'est elif et ici c'est elif. D'accord? C'est pas exactement la même syntaxe, mais c'est le même script. En tout cas, il fait la même chose. Et ici, on commence à voir, entre parenthèses, une autre variable avec un opérateur de comparaison et un opérateur logique. Dernière chose, on va avoir la fonction qui permet d'afficher notre texte, notre résultat finalement, par rapport à la condition. Voilà, si la condition est vraie, alors on va afficher tel texte, ou tel texte, ou tel texte. Et donc ici, on voit bien encore une fois que c'est une fonction, on verra ça plus tard ce que c'est que les fonctions, ça c'est des fonctions natives à chaque langage de programmation, c'est-à-dire qu'elles existent avant même qu'on les crée, mais nous on va pouvoir créer les nôtres. Et chaque langage de programmation a sa propre fonction. En JavaScript, on va avoir console.log, on va avoir writeHost pour PowerShell, print sur Python, et echo sous bash. Donc maintenant, on va se rendre rapidement sur les documentations de chaque langage de programmation. Donc on va taper JavaScript condition, et on va aller sur W3 School. Donc je vais dessus, et là on peut voir ce que je vous expliquais plus en détail. Alors encore une fois, c'est à vous de faire vos devoirs. Mais voilà, on peut utiliser if, else, else if. Il y a aussi le switch qui est une forme de condition. Je vous laisserai voir par vous-même. Ça évite en fait de faire des if, else à rallonge. Et voilà, tout est expliqué ici. Je vous laisse faire vos devoirs. On peut faire la même chose avec Python. Si je viens chercher ici les conditions, si je fais condition Python, voilà, Python condition, voilà, if else, on a la même chose. On nous explique les conditions. Ici, c'est les opérateurs de comparaison, etc., etc. D'accord? Donc, faites vos devoirs. Vous pouvez faire ça pour chaque langage de programmation. Ça, c'est à vous de le faire et ça fait partie du processus d'apprentissage. D'accord? Maintenant, on va juste comparer encore une fois les opérateurs logiques et les opérateurs de comparaison. Ici, on voit qu'au niveau de la syntaxe, pour JavaScript, et Python, ça se ressemble un peu sur les opérateurs de comparaison. Mais sur PowerShell et sur Bash, c'est pas la même chose. On a plus une syntaxe avec du texte en fait. C'est pas des signes, mais plutôt du texte. Donc ici, le GE, par exemple, pour PowerShell, c'est greater and equal. Ok? Donc ça, pareil, vous allez voir la documentation, vous allez le retrouver. Donc globalement, c'est la principale différence qu'il y a. On a aussi les opérateurs logiques, ici AND, et AND ici pour Bash, qui est différent. Ok? Et on retrouve Bash et JavaScript, on retrouve la même chose. Donc, comme je vous le disais, c'est la même logique, c'est exactement la même logique. Là, pour expliquer ce qui se passe dans chaque script, c'est qu'on rentre un âge, d'accord? Et on vérifie si l'âge est supérieur ou égal à 18 et que l'âge est inférieur, strictement inférieur à 65. Si c'est le cas, à ce moment-là, on va avoir vous êtes un adulte actif. Sinon, si l'âge est supérieur ou égal à 65, ça va afficher vous êtes un senior. Et dans les autres cas, vous êtes mineur. Voilà globalement notre programme ce qu'il fait, et c'est exactement la même chose dans les 4 langages de programmation. Donc maintenant, on va passer à l'exécution de nos scripts afin de voir le résultat et de les tester en fait finalement. Donc on va commencer par JavaScript. Donc ici, si je fais un ls, bon, j'ai bien mon fichier, super. J'efface, et pour l'exécuter, je l'ai noté un peu au-dessus, c'est node.challenge.js. Donc je vais taper node.challenge.js et je l'envoie. Et donc là, il me dit, vous êtes un adulte actif. Super, j'ai mis 20 ans, je suis entre 18 et 65, c'est vrai. Bon, si par exemple je viens ici, et que je mets 15, et que je rebalance mon script. Ah, là il me dit que je suis mineur. Tout simplement parce que ça rentre pas dans cette case, ça rentre pas dans cette case, alors il va m'afficher ça. Et ça, c'est la même chose pour tous les autres langages de programmation. Si je vais maintenant lancer
challenge.psa. Pour le lancer, j'ai juste à taper challenge.psa. Hop, vous êtes un adulte actif. Alors là, il y a un problème de caractère, c'est pas important, c'est pas grave. Donc ici, pour le challenge.ps1, je remets 15, et si je rebalance le script, on a vous êtes mineur. De la même façon pour Python, je remets 15 ici, je vais appeler le fichier Python, donc Python challenge.py, je renvoie vous êtes mineur. Si je remets 20, il va me dire vous êtes un adulte actif. On est bon jusque-là. Et pour Bash, c'est un peu plus subtil. On va effacer ce terminal, on va rouvrir un nouveau terminal et on va cliquer sur la petite flèche et cliquer sur Debian. Nous, on est sur Debian. Et là, on se retrouve dans notre environnement Linux, Bash, Debian, et si je fais un ls, de la même manière, j'ai accès à mes 4 fichiers. D'accord? Donc, je réefface. Ce que je vais faire, c'est un chmod plus x. Je l'ai noté ici, même. Et on va taper dans notre terminal challenge.sh. Hop. Et si je fais une exécution, de la même manière, challenge.sh, on se retrouve avec la même chose, de la même manière. Et encore une fois, si je viens ici, que je mets 15, on se retrouve avec vous êtes mineur. Donc, on vient de voir ensemble ce que c'est que les conditions. Encore une fois, je ne fais pas de cours dans le détail. Le but, c'est que vous le sachiez, que vous le compreniez. Donc, c'est à vous de le pratiquer. Moi, je vous explique, je vous donne des conseils. J'essaie de vous donner une image de comment ça fonctionne. Et j'espère que ça vous aide, parce que je sais que tout ça, c'est un peu abstrait. Surtout quand on se retrouve directement confronté à des lignes de code qui sont écrites sur une documentation où il y a pas mal de texte, on peut vite être perdu. Donc moi, l'idée, c'est juste de vous faire une grosse image, une big picture, comme on dit, de comment fonctionne la programmation. Après, à vous de sélectionner le langage de programmation et de vous mettre à fond dans le langage qui vous intéresse. Et voilà, on vient d'écrire nos premières conditions dans 4 langages différents. Donc on voit bien encore une fois que c'est quelque chose qu'on retrouvera toujours en programmation. Dans la prochaine vidéo, on va donc passer à l'étape suivante qui sera probablement les boucles, afin de répéter des actions un peu automatiquement. Ok? Et donc, voilà, globalement, si cette vidéo elle t'a aidé, pense à t'abonner et à commenter. Partage la vidéo autour de toi parce que c'est le genre de vidéo que je fais, où j'aime passer du temps dessus parce que c'est de la technique. Mais bon, on voit clairement, moi en tout cas de mes statistiques, que il y a très peu de vues sur ces contenus-là. Donc si t'aimes bien, n'hésite pas à le partager. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu veux que je continue cette playlist, d'accord? Parce que ça c'est très important, ça me motivera pour la suite. Et pour rien rater, va jeter un œil à la description, tu peux t'inscrire à ma newsletter où je partagerai du contenu concernant l'informatique, le freelancing et un peu l'état d'esprit que j'ai, d'accord? Pour l'instant, j'ai encore rien envoyé. Le but, c'est d'abord d'accumuler pas mal de personnes afin de pouvoir démarrer proprement un peu pour tout le monde. Et puis, tu peux retrouver aussi mes services et mes partenaires en description. N'hésite pas à jeter un œil si ça peut t'intéresser. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!